Pouvez-vous nous dire qui vous êtes par rapport à Louis-Marie Cordonnier? Eh bien, écoutez, Louis-Marie Cordonnier était mon arrière-grand-père, architecte, mais comme l'a été mon père, mon grand-père, Louis-Marie bien sûr, et le père de Louis-Marie, Jean-Baptiste, qui était le premier architecte à Aumône. Et est-ce que votre ancêtre est un nom qui revient souvent dans les discussions familiales? Comment est-ce qu'il est perçu dans votre famille? Alors, c'est une bonne question, mais un peu délicate pour moi pour y répondre, parce que quand j'étais jeune, nous avions des réunions de famille chez mes grands-parents, mais j'étais vraiment jeune et je ne prêtais pas très attention à ce que pouvait dire mon père ou mon grand-père sur Louis-Marie, parce que j'étais un peu dépassé. En étant un peu plus âgé, ado, étudiant, j'ai découvert qu'à Lille, il y avait l'opéra, la bourse qui avait été faite par Louis-Marie Cordonnier. Nous allions à Ardelot en vacances et j'ai évidemment su que Louis-Marie Cordonnier avait été l'initiateur, le créateur de la station d'Ardelot. Et je connaissais également la basilique de Lisieux parce que quand j'étais jeune, très jeune, mon grand-père et ma grand-mère, quelquefois, m'emmenaient sur le chantier, sans doute pour débarrasser mes parents. Ils m'emmenaient avec eux sur le chantier à Lisieux. Donc, ça veut dire que très jeune, je n'ai pas souvenance de grandes discussions sur Louis-Marie. Et ça n'est que plus tard, en parlant, en évoquant un peu avec mon père, que j'ai su que Louis-Marie était important. Mais voilà, pas plus de détails de l'époque. Mais est-ce que votre position de descendant de Louis-Marie Cordonnier vous a quand même amené à être sollicité pour évoquer votre ancêtre? Alors voilà, ça c'est donc, je vous l'ai dit à l'époque, pas très concerné. Et après une longue parenthèse d'expatriation dans le midi de la France, plus de 30 ans maintenant, à la retraite, par un concours de circonstances, on a repris contact avec Lisieux, on a repris contact avec le Palais de la Bourse à Lille à travers Bruno Guterres qui avait fait un film, on en reparlera sur FR3. Et cela nous a donné à mon épouse et moi-même, surtout à mon épouse d'ailleurs, l'idée de remonter dans le Nord. On en a marre d'être dans le midi, et si on remontait dans le Nord. Alors évidemment moi, ravi, parce que 30 ans dans le midi, plus de 30 ans vraiment en mode, et remonter dans le Nord, retrouver la famille, les amis qu'on a toujours, les racines, bien sûr j'étais très content. Donc nous sommes remontés dans le Nord et là, j'ai repris le train en marche, si je peux m'exprimer, c'est-à-dire que j'ai retiré le fil Louis-Marie Cordonnier et je me suis dit il faut faire quelque chose pour moi et pour la transmission. Donc je suis parti sur ce que j'ai appelé le chemin de mémoire. Et j'ai attaqué mon chemin de mémoire. Alors si j'avais su que c'était un grand chemin comme ça, je ne sais pas si j'aurais fait. Bon, c'était passionnant, j'ai rencontré, je suis allé partout, quasiment partout, je peux dire maintenant, il me reste 2-3 lieux à voir. Ça veut dire tous les hôtels de ville, 9, toutes les églises, une quarantaine, alors les monuments, les hôtels particuliers, bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a trop, mais j'en ai fait beaucoup. Et là, à chaque fois, j'ai rencontré, d'abord j'ai fait des belles visites, il y a des monuments qui sont tout à fait remarquables, qui ont vraiment un caractère, une architecture, une âme, vraiment plein de choses. Et j'ai rencontré des gens, des personnes passionnées par le lieu qu'elles occupent et passionnantes par les histoires et les anecdotes que souvent ils ont conservées et qu'ils étaient bien contents de partager avec moi. Et ils étaient tellement contents, d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais la rencontre avec certaines personnes était plus qu'émouvante. Moi j'ai vu une personne qui avait les larmes aux yeux, en me serrant la main, excusez-moi, mais serrer la main d'un descendant des Cordonniers, des architectes, pour moi c'est énorme, parce qu'il est passionné. Et ça, j'ai rencontré ce genre de démarche à plusieurs endroits, avec Thune, c'est étonnant.
même encore ici récemment à Lille, le directeur des services techniques qui nous fait visiter le clocher de Saint-André et qui était content de dire, bon, comme tout ce travail de restauration que j'ai fait, normalement tout le monde s'en fiche un peu parce que c'est pas le patrimoine de la commune, de la mairie, bon, ça n'intéresse pas grand monde, et de voir un descendant de la famille qui vient, qui regarde et qui trouve que c'est bien fait, ça me fait très chaud au cœur. Bon. Donc voilà pour le chemin de mémoire et le pourquoi c'est un peu cette aventure de découverte. Donc ce chemin de mémoire, pendant ce chemin de mémoire, vous avez appris à connaître en détail votre ancêtre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de Louis-Marie Cordonnier, de sa personnalité, etc. Alors je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort en 40 et moi, malgré les apparences, je suis né en 41. Donc un an après, on aurait pu respirer le même air. Ça s'est pas fait. Bon, mais c'est vrai que ce chemin de mémoire m'a entraîné à fouiller, gratter, chercher dans les archives un peu partout. Et j'ai retrouvé un certain nombre de choses qui sont concordantes, qu'on retrouve vraiment. Du genre, Louis-Marie Cordonnier était un bourreau de travail, parce que faire tout ce qu'il a fait, c'est assez invraisemblable. Même on se demande comment il pouvait faire, mais bon, bourreau de travail. Il était extrêmement exigeant avec ses employés, ses collaborateurs. Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait jusqu'à 30 à 40 collaborateurs dans une agence. C'est quand même pas rien pour une agence d'architectes. Il était exigeant, mais il était plus exigeant pour lui que pour ses collaborateurs. Et malgré tout, on lui reconnaissait une grande générosité, une grande bonté. Donc c'est un caractère bien trempé, pas facile. Donc ça, c'est ce que j'ai appris sur son caractère. Bon, après, c'est difficile de le cerner, c'est-à-dire que bon, à la fin de ses études, son père l'a fait venir en Bourdin, donc il n'a pas tout à fait terminé ses études au grand dam de ses professeurs des Beaux-Arts à Paris. Mais son père l'a fait venir pour lui confier la construction de l'hôtel de Ville-de-Los, qui était son premier chantier, qui a marqué quasiment toute sa carrière, ou presque. Et puis après, il a vécu sa vie, il s'est marié, il a perdu sa première femme, il s'est remarié. Donc j'ai retrouvé des anecdotes sur ses épouses, ses enfants. Et puis également, peut-être on peut ajouter, j'ai une bonté générosité, et aussi il a été élevé dans une famille catholique, pratiquante, et il a toujours été un homme catholique, pratiquant, et de droite à l'époque, ce qui était aussi important. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire. Sur sa personnalité. Voilà. Et si on s'intéresse un peu au vif du sujet de cette exposition, donc la reconstruction, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur les contraintes de l'architecture de la reconstruction, sur comment en est-il arrivé à devenir l'architecte de la reconstruction dans le Nord? Alors, je ne sais pas si je vais vous apporter la bonne réponse, je vais vous donner la mienne. Donc, déjà, il y a eu, je pense, deux périodes. La première période de 1886 jusqu'à 1919, jusqu'à la fin de la guerre, c'était de la construction. Et puis après la guerre, 1919-1920, jusqu'en 1940, 38-39, c'était la reconstruction. Et il est évident qu'à la fin de sa vie, il ne travaillait pas seul, donc mon grand-père, à partir de 1920-21, a travaillé avec son père. De même que mon père a travaillé quand mon père est. Donc là, c'était la reconstruction. Quand il a entamé la reconstruction, il était très connu. Il avait déjà fait des très gros dossiers, il avait fait la paix à la haie, il était membre de l'Académie française en 1911, il faisait partie d'un tas de choses. Bon, il avait construit beaucoup d'églises, déjà beaucoup de monuments, puisque les hôtels de Ville-de-Los, de la Madeleine. Donc, étant connu, je pense qu'au moment de la reconstruction, dans certaines communes, on a pensé à Cordonnier, on parlait de Bailleul. Bailleul, je ne sais pas si vous avez relevé le
fais. En 1919, le maire de Bailleul, c'était Nathalie Dumez. Et bon, Nathalie Dumez, qui est très jeune, c'était un catholique fervent et catholique social. Et donc très jeune, il a fait partie des attachés parlementaires de la Belle-Mire, qui s'est distingué pour son côté social. Et en 1920, Nathalie Dumez était trésorier, il était président d'abord du comité de la reconstruction de Bailleul, et en 1920 trésorier de la reconstruction. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a appelé, c'est lui qui a appelé Cordonnier pour venir s'occuper de la reconstruction de Bailleul. Donc là, c'était assez facile à retracer. Dans beaucoup d'autres communes, c'est ça, surtout sa notoriété qui l'a fait. Alors après, le style d'architecture, bon, ce que j'en sais, ce que j'en ai découvert, c'est que d'une façon générale, il n'était pas question de reconstruire à l'identique. Il fallait se démarquer, il fallait dire, bon, on a eu la guerre, elle nous est tombée dessus, ça nous a réduit à néant, et bien maintenant on repart, et on va repartir plus beau et plus fort qu'avant. Donc il fallait que les monuments, les hôtels de ville, les églises soient plus beaux qu'avant, parce que c'était un peu la volonté, on en parle, des citoyens de l'époque, et là il y a eu de très gros efforts de fait par tout le monde. Les citoyens, les communes, le clergé, tout le monde a fait beaucoup pour pouvoir réaliser ces monuments qui sont souvent très imposants. Quand on va à Armentières, Dunkerque, Bailleul sont quand même des monuments, puis les églises qui vont avec. Et puis en plus de ça, en plus de son style d'architecture, il avait, ce que j'ai découvert aussi, on lui avait demandé de refaire l'urbanisation des villes. C'est-à-dire que tout avait été rasé, il y avait des villes comme Armentières, comme Merville, comme Laventie, il n'y avait rien. À Merville, il n'y avait plus rien. Donc ils ont réduit, ils ont tout cassé ce qui restait comme mur debout pour rehausser le niveau de la ville, le sol, et ils ont tout reconstruit là-dessus. Et l'architecte Cordonnier a refait les grands axes de la ville, comme Armentières. Il a redessiné les grands axes et après il a positionné ces monuments en fonction de ces axes et en fonction de leur importance. À Armentières, il a d'abord positionné le monument mort avant de faire la mairie et après l'église. Mais c'était une volonté. Donc, bon, voilà un peu ce que je peux en retenir. Donc, pas reconstruire à l'identique, plus beau, plus grand, parce que malgré la guerre, malgré tout, on est quand même, voilà, on s'en relevé. Bon, après, il faut laisser place aux spécialistes qui nous diront que c'était construit de telle façon, c'était pas mon cas. Et pour conclure un peu sur la personnalité de Louis-Marie Cordonnier, est-ce que vous avez une idée sur ses opinions, ses croyances? Est-ce que ça a pu avoir une influence sur son architecture, sur son œuvre? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, famille catholique, donc chez les jésuites, à la Providence à Amiens comme notre président, bon, très, très pratiquant. Dès le début de sa carrière, il a construit pas mal d'églises, comme la basilique de Caudry, qui est magnifique, une petite église à Carnet, il a construit pas mal d'églises et je pense que ça ne devait pas lui déplaire outre mesure. Dans ses problèmes, bon, je ne sais pas comment dire. Je pense que ça l'a suivi en permanence, il était catholique, pratiquant, croyant, il a demandé de faire des églises, je pense qu'il les a faites le mieux qu'il pouvait, parce que chaque fois qu'on visite ces églises, elles sont toutes superbes, jusqu'à pas l'apothéose, mais enfin son gros chantier qui était la basilique de Lisieux. Et la basilique de Lisieux, quand il a remporté le concours, il avait pas loin de 70 ans. Et d'aucuns disaient, lui posaient la question, mais bon, c'est bien, vous avez remporté le concours, mais est-ce que vous êtes capable de gérer ça? Parce que c'est quand même quelque chose. Je lui ai répondu, j'ai aucune crainte, parce que je sais que Thérèse avait l'idée de créer. Donc, ça c'était la chose que oui, qu'on raconte. Donc je pense que oui, sa croyance, ses églises, il y a une relation certainement forte avec ça. Maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement au cas de Bailleul,
où se tient cette exposition. Vous savez, la ville de Bailleul a décidé de célébrer cette reconstruction et donc de l'œuvre de Louis-Marie Cordonnier. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de cette exposition et de cette commémoration du centenaire? Je ne vais pas vous dire que ça me déplaît. Je pense que d'abord c'est très beau de la part de la ville de Bailleul de prendre cette initiative, parce que ça montre un peu la volonté de maintenir en état ce patrimoine, d'offrir à tous les Bailleullois, Bailleulloises, quand même une vision de ce qu'a été leur vie, de ce qu'elle est maintenant. Donc c'est beau. Vis-à-vis de ce qui me concerne, moi, je suis honoré que la ville de Bailleul fasse cet effort. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, ce que je leur dis, si je peux les aider, participer d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Et donc, je trouve ça très bien que cette volonté de Bailleul de maintenir cet effort. J'espère que d'autres communes, d'autres endroits sont des forcément, qui dit exposition dit archives, dit pièces qui seront exposées. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des archives liées à Louis-Marie Cordonnier et en particulier à la reconstruction de Bailleul? Bon alors, le problème des archives, j'ai été confronté dans la recherche d'informations pour écrire ce livre, Bruno peut-être. Il faut savoir que quand mon père a arrêté son activité, il a donné toutes les archives de son cabinet aux archives du Nord. Ça veut dire que les archives du Nord étaient les archives du cabinet Cordonnier, donc de mon père, mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Donc il y a un fonds très important aux archives du Nord. La seule chose qui n'est pas aux archives du Nord, ce sont les archives de Lisieux. Là, tout ce qui est Lisieux est parti à Lisieux. En termes d'archives, il ne restait plus que 3-4 cartons que j'avais moi, que j'avais récupérés, que j'avais conservés pendant des années, jamais ouverts, etc., que j'ai ouvert en faisant des découvertes de choses personnelles, de décorations, de médailles, de récompenses, de Louis-Marie Cordonnier. J'ai trouvé toute une masse de choses passionnantes et qui m'ont entraîné à faire des recherches aussi pour savoir pourquoi il avait été invité à un repas à l'Élysée en 1892, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc ça, c'est un peu le côté des archives. Alors, en ce qui concerne Bailleul, nous sommes allés avec Bruno Gutters aux archives départementales du Nord, on a récupéré ce que l'on pouvait sur Bailleul, qui pouvait nous aider pour l'écriture du livre. Nous avons demandé à Evelyne Béag aussi sa participation, de nous amener ce qu'elle pouvait comme élément, parce que c'est pas manqué de faire, bien sûr. Et je serais tenté de vous dire que finalement, en termes d'archives, moi je ne peux pas vous apporter grand-chose, si ce n'est de vous dire, voyez avec Evelyne ce qu'elle a, et ça je sais que vous l'avez déjà fait, ou aller aux archives du Nord si vous avez envie de voir ou de trouver, s'il faut courageux, mais il y a des choses. Et peut-être qu'ensuite, comme je vous l'ai dit, on pourra revoir certaines petites choses, mais pas forcément sur Bailleul. Les archives, j'ai conservé des archives un peu personnelles, des petites choses amusantes, intéressantes, anecdotiques, mais pas trop sur Bailleul. Il y a une chose quand même que je peux vous dire sur Bailleul, je vous montrerai tout à l'heure, en visitant le musée de Puits, que vous connaissez sans doute, si vous montez au premier étage, il y a une salle, et dans cette salle, il y a une grande table, comme la moitié de celle-ci, style flamand, avec des fauteuils autour, costauds, bien fermés. Je regarde, et puis je vois une étiquette dessus, mobilier réalisé par Louis-Marie Cordonnier à la demande de Pharaon de Winter. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai posé la question à la personne qui était au musée, qui n'a pas su me répondre tout de suite, elle m'a dit je vais me renseigner, et moi de mon côté je me suis renseigné aussi. Et en fait, il s'avère que Pharaon de Winter avait été un contemporain de Louis-Marie Cordonnier, ils se connaissaient bien, ils avaient travaillé, ils se connaissaient bien par l'école de Beaux-Arts à Lille, ils se connaissaient bien par Paris. Et Pharaon de Winter, donc un jour, elle a demandé à Louis-Marie Cordonnier, qui dessinait aussi de l'ébénisterie, puisqu'il dessinait tous les meubles, les lustres, tout ce qu'on trouve dans les mairies des églises, il dessinait tout. Donc il savait ça.
Et donc, Louis-Marie Cordonnier, j'ai découvert qu'il était designer et qu'il avait effectivement réalisé ses meubles par Pharaon de l'État. Ça vient. Donc, toute une branche de son travail qui reste à Oui, découvrir aussi. là, je vais élargir un peu le sujet, mais en plus d'être un gros travail, de gérer tous ces chantiers, de voyager, parce que quand il présentait un concours à Chicago, il fallait y aller. Quand il présentait un projet, il avait présenté un projet pour la restauration de la façade de la cathédrale de Milan, qu'il a remporté, mais qu'il n'a pas pu exécuter pour faute de moyens. Pareil dans les époques de guerre, faute de moyens. Pareil pour la bourse d'Amsterdam, il avait remporté le concours de tous les architectes européens et plus, et on ne lui a pas donné parce que apparemment il n'y avait pas les fonds, et après il y avait autre chose derrière. Quelques années après, ça a été donné à un autre architecte hollandais comme par hasard. Donc ça n'a pas empêché de gagner le premier prix de l'école de la paix de réaliser. Donc il voyageait beaucoup, donc il voyageait pour le travail et pour personnel. On a trouvé des photos dans le Midi, dans le Sud-Ouest, au bord du Rhin, etc. Donc il trouvait quand même le temps de voyager avec famille et enfants. Et puis quand il avait des temps libres, il s'adonnait à l'aquarelle. Il a fait beaucoup d'aquarelle. Il s'adonnait à la photo. Il a fait beaucoup de photos. Il a même été récompensé. Il a eu la médaille de Verneuil à l'exposition de la Société française photographique à Lille en 1892 ou 16. Et moi, justement, c'est le document que j'ai des photos qu'il a réalisées lui, qui sont magnifiques. Donc, peintre, photographe, voyageur. Bon, c'est pas mal. Donc, vous parlez de ces nombreuses compétences. Est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects de son travail qui mériteraient d'être mis en lumière dans le cadre d'une exposition ou un travail? Il fait déjà beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y aurait encore d'autres éléments qui n'auraient pas encore été mis en lumière? Sur le construit, il n'y a pas à rentrer sur des anecdotes de tel édifice, qui ne sont pas forcément liées à Bayeul. Bon, on risque de se disperser un peu. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait dire de plus, ou alors aller chercher, mais je ne sais pas si ça pourra apporter une pierre, très difficile à vous, aller chercher sur des réalisations qu'il aurait pu faire, par exemple quand il a présenté des projets à des expositions, exposition 1899, exposition universelle, il présentait des trucs partout. Bon, aller rechercher ce genre de choses. J'ai pas d'autres informations. Après l'Institut, là, je dois aller, je suis allé une fois, mais je vais retourner à l'Institut de France, puisqu'il était membre de l'Académie et président de l'Académie des Beaux-Arts en 2008, voir s'il n'y a pas un fond, une chose, je ne sais pas ce que j'ai trouvé, je ne suis pas sûr. Et qui pourrait alimenter un peu votre recherche à son milieu. Je pense que votre démarche d'aller voir les Bayeullois et de creuser sur place, ça peut peut-être vous donner des belles surprises. Des gens qui auraient une mémoire ou qui auraient regardé des archives, vraiment qui est très à la vie. Parce que si je vous dis que j'ai une méthode passionnante sur la basilique de Lisieux, bon. Et donc, comme vous le disiez, cette exposition, sa particularité, ça sera vraiment d'impliquer les habitants, de savoir leur rapport à la reconstruction. Est-ce que vous savez si lui-même, Louis-Marie Cordonnier, au moment de la reconstruction, était proche des habitants? Est-ce que ça a pu influencer aussi son travail? Alors, j'ai retrouvé des anecdotes qui pourraient laisser penser qu'il était assez proche des personnes, et pas seulement des élus, des personnages importants, mais même des personnes modestes. On a des anecdotes là-dessus. On va peut-être vous en reparler à l'occasion. Mais c'est possible, ça.
je pense qu'il aimait bien être, je pense qu'il était assez proche des gens, mais c'est son côté un peu catholique, social, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais tu me diras, il y a quelques personnes qui l'a connu, donc ce sera difficile d'avoir l'information. Je fais le mensonge, donc je n'ai pas contredit, mais bon. Et bien enfin, l'autre projet qui concerne Marie Cordonnier, c'est l'ouvrage que vous êtes en train de rédiger avec Bruno Reuters. Voilà, c'est ce livre qu'on va réaliser. Alors, c'est surtout Bruno Reuters qui l'écrit, je ne peux pas écrire, moi. Donc lui a l'habitude, il a écrit plusieurs livres sur le nord de France, anciennement Nord-Pas-de-Calais, sur des personnages importants comme Matisse, Baudelaire, etc. Donc il était ravi de pouvoir se lancer dans ce travail avec moi. Donc on travaille à deux. Moi j'essaie de me ramener le maximum d'éléments possibles, d'aller voir les gens, de prendre contact avec eux, etc. Lui écrit, et je pense que ça sera un livre intéressant, hein, parce que il ne sera pas présenté sous la forme d'un livre d'images, mais plutôt sur un livre d'histoire qui resituera chaque édifice dans son contexte historique de l'époque. C'est quand même assez intéressant. Et ce livre, normalement, il est prévu de sortir pour les Journées du patrimoine en 2021, ce qui satisfait pas mal de municipalités et autres, ce qui laisse sous-entendre pas mal de sollicitations. Ça va bien présenter avec Bruno. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Cordonnier, pour votre contribution. Merci d'avoir accepté cette interview et d'avoir livré ces précieux témoignages sur la vie et l'œuvre de Louis-Marie Cordonnier. Écoutez, non, et puis moi aussi, je vous remercie. Merci de votre travail. D'ailleurs, je vais déjà remercier le Franco. Et puis, c'est une occasion, après, on reprendra cette conversation. Avec plaisir.